Bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire l'examen de l'automne 2020, qui était un examen qui était court, c'était durant la pandémie. Alors, c'était un examen qui était en ligne. Alors, il y a juste deux questions. C'est un examen qui est court. Normalement, un examen a 5 ou 6 questions, mais je veux dire, on était durant la pandémie. On ne savait pas exactement ce qu'on faisait encore. Donc, généralement, les examens sont plus longs. OK. Question numéro 1. Une entreprise fabrique des produits quelconques. Alors, si je dis des unités, le produit en question, c'est pas nécessaire, mais imaginez un produit matériel, puis la machine a produit juste un type de produit. Actuellement, l'entreprise loue une machine. Cette machine permet de produire 1 million d'unités par année qui sont vendues pour 33 $ l'unité. Alors, les ventes, c'est 33 millions. Le coût variable unitaire de chaque produit quelconque est de 17 $. Les coûts de location qui sont payés en début d'année sont de 500 000. Donc, les coûts de location sont payés en début d'année, mais c'est une charge qui est déductible d'impôt. Alors, ça réduit ton bénéfice imposable et donc, en conséquence, tu vas payer moins de taxes. Alors, si la compagnie paye 35 en taxes, dû à cette charge, elle va payer 500 000 fois 35 de moins en taxes. Donc, si on attribue juste quelle est la contribution des taxes pour cette charge, c'est 35 de 500 000. Petit problème, les taxes sont en fin d'année. Le coût de location est en début d'année. Alors, quand on va faire nos cash flows, on va le sortir du cash flow, puis on va regarder les cash flows autres que la location. L'entreprise envisage opérer perpétuellement. Ça veut dire que ce n'est pas un projet qui a une durée de 5 ou 6 ans, c'est un projet qui a une durée perpétuelle, donc à l'infini. Donc, quand vous rentrez des chiffres dans votre calculatrice, si les cash flows sont constants, ça veut juste dire que quand vous rentrez le paiement, c'est le cash flow, paiement dans le bouton de votre calculatrice. Alors, le bouton paiement, c'est le cash flow. Voyons voir. Alors, paiement, c'est le cash flow. Taux d'intérêt, ce serait le coût du capital. Et N, ce que je dis à mes étudiants, si vous ne connaissez pas la formule par cœur, c'est mettez 9,99999. La formule pour une perpétuité, c'est tout simplement cash flow divisé par le taux d'intérêt et ça revient exactement à la même chose. L'entreprise envisage opérer perpétuellement. Au lieu de louer la machine actuelle, l'entreprise peut acheter une machine supérieure au coût de 25 millions de dollars, incluant les frais de livraison et d'installation. Cette machine pourrait produire 1 800 000 unités par année qui peuvent être vendues pour 29 $ l'unité et le coût variable de chaque unité est de 16 $. Les frais d'entretien, eux, sont payés en fin d'année ou normalement, on assume que les frais d'entretien sont payés en fin d'année, sont de 1 million et eux aussi sont déductibles d'impôts. Afin de traiter la demande supplémentaire, un inventaire récupérable additionnel de 1 million est requis au début du projet. Donc, ce 1 million fait partie de ton investissement initial. Et si ton projet a une durée de vie limitée, tu vas récupérer ton inventaire à la toute fin. Donc, regardez ça d'une autre façon. Vous empruntez, vous achetez 1 million d'inventaire et vous allez le vendre au courant de l'année ou vous allez la transformer pendant l'année. Et à chaque fois que vous la transformez, vous êtes en train de le racheter de votre fournisseur. Si le projet il dure 6 ans et votre inventaire il est renouvelé à chaque 6 mois, 6 mois avant la fin du projet, vous allez arrêter d'acheter l'inventaire et vous allez tout simplement utiliser l'inventaire qui vous reste et vous allez l'écouler. En d'autres mots, c'est comme si vous le récupérez. Donc, l'espérance de vie de la machine est de 6 ans. Au terme, la machine peut être vendue pour 3 millions. Maintenant, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va calculer la valeur comptable de la machine à la toute fin et on va la vendre pour 3 millions. J'ai dit en classe que normalement, si on pense revendre la machine pour 3 millions, on le mettrait, on tiendrait en compte dans notre assiette de dépréciation, mais je ne peux pas vous poser des questions si on le fait. Une autre chose, on reconnaît toujours, alors si on vend, si la valeur comptable, elle est de 2 millions et on vend la machine pour 3 millions, le 1 million de différence, c'est un gain capital et on paye normalement des gains capitaux dessus. Donc, au Canada, généralement, 50 ou ben non, 500 000 est imposable au taux de la compagnie de 35. Ce qui revient à dire, c'est qu'on impose le gain capital à 50 de 35. Donc, c'est comme si on imposait à du 17,5 Donc, généralement, les gains capitaux sont taxés à environ 50 de la corporation. Maintenant,
Cette partie-là, la plupart des comptables le comprennent. Mais quand je dis le suivant, si par contre la valeur au livre de la machine, elle est de 4 millions et on la vend pour 3 millions, généralement, la perte en capital n'est pas récupérable. Vous regardez ça comme un comptable. Nous, on ne regarde pas du débit crédit, on regarde les cash flows incrémentaux. Si une compagnie elle a deux machines, alors un qui fait partie du projet puis un qui ne fait pas partie du projet, et la machine qui fait partie du projet fait un gain capital de 1 million, tu paierais des taxes dessus. Et la machine qui fait partie du projet, elle a une perte en capital. Alors, en théorie, je veux dire, si j'avais juste la machine, j'aurais aucun gain capital à être traité. Par contre, quand tu en as deux, la manière qu'on regarde ça, c'est qu'ensemble, la compagnie va payer zéro en taxes. Mais c'est comme si elle payait. Nous, on ne s'intéresse pas au débit crédit, on s'intéresse aux cash flows incrémentaux. Sans le projet, la compagnie elle a un gain capital de 1 million, elle paierait un certain montant en taxes. Avec le projet, la compagnie n'a aucun gain capital et donc elle paye zéro en taxes. Donc, elle paye des taxes, elle paye zéro en taxes. Le cash flow incrémental, c'est l'économie d'impôt. Et ça revient tout simplement à être la différence entre la valeur comptable et la valeur de vente multiplié par le 50 du taux corporatif. Mais nous, on va dire explicitement c'est quoi le taux des gains capitaux, qui est dans notre exemple ici, 20. Et c'est pour ça qu'on dit tous les taxes et crédits d'impôt sont reconnus immédiatement à la fin de l'année en cours. Donc, ce n'est pas du débit crédit. On ne fait pas de l'impôt ici. On fait de l'analyse des cash flows incrémentaux. Le coût du capital est de 8,50. L'entreprise utilise la méthode de dépréciation canadienne avec un taux dégressif de 25 Et la première année, on utilise le demi-taux. Donc, l'ancienne méthode canadienne, la première année, on peut juste imputer une charge de dépréciation de 12,5 de la valeur d'acquisition. Et par la suite, la valeur qui reste, le 87,5 il va être déprécié à 25 de sa valeur au début de l'année pour chacune des années subséquentes. Avec les normes canadiennes, on déprécie à l'infini, il n'y a aucune valeur résiduelle. À moins d'avis contraire, tous les comptes sont en fin d'année. Alors, exactement comme on a fait en salle de cours, c'est juste la location qui est généralement payée en début de période. Donc, généralement, on va avoir une question de vanne. Quelle est la valeur de l'entreprise avant l'adoption du projet? Donc, quelle est la valeur d'une entreprise? La valeur d'une entreprise ou la valeur de n'importe quel actif financier, elle est égale à la valeur actuelle de tous les flux monétaires. Donc, pour une entreprise, on regarde la valeur actuelle de tous les cash flows. Pour une action ordinaire, on regarde la valeur actuelle de tous les dividendes. Pour une action privilégiée, on regarde soit la valeur actuelle de tous les dividendes ou donc la valeur actuelle de tous les dividendes plus la valeur actuelle du prix de revente. Alors, pour la valeur de n'importe quel actif financier ou n'importe quelle entreprise, c'est la valeur actuelle des cash flows. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vend 1 million de produits quelconques pour 33 $. On a des ventes de 33 millions. Les coûts variables, les coûts unitaires sont de 17 millions, donc on a 16 millions de bénéfices opérationnels. Maintenant, la location, je ne peux pas le mettre dans les coûts fixes. Pourquoi? La location est en début d'année. Alors, en classe, je vous ai dit qu'on peut faire la location fois 1 plus le taux d'intérêt, mais pas dans les cash flows. C'est juste un ajustement qu'on faisait pour enlever les deux petits trémas sur le petit A de valeur actuelle en début de période. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais tout simplement séparer la location de tous les autres cash flows. Donc, le bénéfice opérationnel, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, est de 16 millions. Là, on loue, donc on a zéro de dépréciation. Le bénéfice avant intérêt est de 16 000. On enlève le I. Alors, les intérêts, c'est quasiment toujours zéro, surtout quand on fait des calculs de vanne. Et donc, le bénéfice imposable est de 16 millions. On a dit qu'on paye 35 en taxes. C'est ça, on paye 35 en taxes. Donc, 35 du bénéfice imposable est payé en taxes. On a notre bénéfice net, on rajoute la charge de dépréciation. Et donc, notre cash flow opérationnel, excluant les frais de location, c'est 10 400 000. Et on dit que l'entreprise opère perpétuellement. Donc, la valeur actuelle de ces cash flows, des cash flows opérationnels excluant les frais de location, mais c'est tout simplement 10 400 000 payés à l'infini. Donc, une perpétuité.
Et la formule d'une perpétuité, c'est cash flow divisé par taux d'intérêt nous donne la valeur actuelle des cash flows. Si vous ne connaissez pas par cœur la formule, rentrez cash flow dans paiement, rentrez 8,5 dans taux d'intérêt et mettez 9999999 dans votre calculatrice. Compute present value, ça devrait vous donner le 122 352 941. Maintenant, je vais traiter la valeur actuelle des frais de location. On paye 500 000 en début de période. Payer 500 000 en début de période, c'est équivalent à payer 500 000 fois 1 plus I en fin de période. Alors, on paye 500 000 fois 1 plus I en fin de période jusqu'à l'infini. Donc, encore une fois, on divise par 8,5 %. Par contre, le 500 000 va nous économiser 35 % de 500 000. Alors, nous économise 175 000 en impôts à cause des frais de location. Donc, on économise 175 000 par année en impôts jusqu'à l'infini. On divise encore une fois par 0,085. Et donc, la valeur actuelle des frais de location net des impôts, alors net, c'est 4 323 529. C'est des frais qu'on paye, donc ça a une valeur actuelle négative. Donc, quelle est la valeur de l'entreprise? C'est la valeur de tous les cash flows opérationnels plus la valeur des frais. Alors, les frais, c'est négatif, alors c'est moins la valeur des frais, moins 4 323 000. Et donc, la valeur de l'entreprise aujourd'hui, si on n'adopte pas le projet, est de 118 29 412. Maintenant, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un projet et on va regarder la valeur actuelle de tous les cash flows de l'entreprise si on adopte le projet. Et ça va nous donner une valeur actuelle de l'entreprise. Donc, si je ne fais rien, la valeur de l'entreprise est de 118 millions. Et si je fais quelque chose, la valeur de l'entreprise va être on va trouver ça. Et la différence entre les deux, c'est la valeur actuelle nette qui est juste attribuable au projet. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, la valeur de l'entreprise est égale à la valeur actuelle des cash flows qui sont perpétuels. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une fonction d'annuité ou une fonction de rente. Alors, on a la formule d'une perpétuité. Alors, cash flow divisé par I. La location de 500 000, elle est payée en début d'année, qui est équivalent à payer 500 000 fois 1,085 en fin d'année. Donc, on peut faire l'ajustement. Et encore une fois, c'est perpétuel, donc on divise par 8,5 %. Et les crédits d'impôt sont reconnus en fin d'année. Donc, c'est pour ça, c'est 500 000 fois 0,35, qui est les économies d'impôt, 175 000, divisé par jusqu'à l'infini, donc divisé par 8,5 %. Maintenant, le projet. Une machine est achetée à chaque 6 ans perpétuellement. Donc, une machine est achetée à chaque 6 ans perpétuellement. Donc, ça veut dire qu'on va remplacer la machine à chaque 6 ans. Alors, c'est probablement le cours 5 qu'on a vu, la période de remplacement. Quelle est la vente du projet? Donc, si on remplace la machine à chaque 6 ans, ça devient encore une fois une machine qui est gardée perpétuellement. Quelle est la vente du projet? Donc, pour une période si le projet durait juste 6 mois, une machine aujourd'hui, au 30 est égal à 0, coûterait 25 millions, mais on a besoin d'un inventaire de 1 million qui est pleinement récupérable au temps 6. Cependant, ce qui veut dire que, premièrement, l'investissement initial qui est nécessaire, c'est 26 millions. Cependant, si on est tout le temps en train de renouveler la machine, ça veut dire qu'on récupère le 1 million dans 6 ans, mais on le repaye dans 6 ans. Donc, en d'autres mots, si on a un inventaire qui est pleinement récupérable à la fin du projet, puis on fait juste renouveler le projet jusqu'à l'infini, le 1 million, il n'est pas récupérable. Bien, il ne va pas être récupéré parce qu'on n'arrête jamais le projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on dit qu'on utilise les normes canadiennes au taux dégressif avec demi-taux la première année. Donc, en 2020, on commençait à parler d'enlever le demi-taux. Le demi-taux est un projet de loi en ce moment. Donc, à l'époque, le demi-taux existait. Ce qui veut dire, c'est que la première année, si on dépréciait un actif de 25 % par année, le demi-taux veut juste dire que la première année, on déprécie l'actif de 12,5 %. La raison pour ça, c'est qu'on assume que la première année, en moyenne, l'équipement est acheté en milieu d'année, donc une demi-année de dépréciation. Mais il y a tellement de monde qui se sont plaints, alors on l'a enlevé parce que
généralement, la dépréciation, ça donne juste accès à un crédit d'impôt. Puis en première année, on a besoin, quand on commence une entreprise, quand on est en croissance, on a besoin de plus de cash flow. Donc, on a besoin de plus d'économies d'impôts. Donc, il y avait tellement de personnes qui se sont plaintes. Le projet de loi, j'espère que à partir de 2024, on est en train de parler, je pense qu'il est peut-être même en cours de route. Mais en 2020, c'était juste un projet de loi. Donc, la première année, on déprécie l'actif de juste 12,5 %. Donc, 12,5 % de 25 millions, c'est 3 125 000. Ce qui veut dire qu'à la fin de la première année, l'actif vaut 21 875 000. Et à chaque année par la suite, les charges de dépréciation vont être de 25 de la valeur au livre, la book value, en début de période, ce qui fait en sorte qu'à la fin de la deuxième année, l'actif vaut 16 millions. Donc, la charge de dépréciation avec le demi-taux, elle est la plus élevée la deuxième année. Et par la suite, les charges de dépréciation vont être décroissantes, mais vont jamais, en théorie, vont jamais atteindre zéro. De toute façon, après l'année 6, on vend la machine et on achète une nouvelle machine pour 25 millions. Donc, on a la valeur au livre de la machine pour chacune des 6 prochaines années. Au temps T est égal à 6, on disait qu'on vendait la machine pour 3 millions. Donc, il y a une perte en capital. Et on assume que la compagnie, ailleurs dans l'entreprise, elle a des équipements qui ont un gain en capital qui vont venir s'annuler. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on reconnaît les crédits d'impôt. On regarde les cash flows incrémentaux suite à l'adoption du projet. Donc, en conséquence, on a nos charges de dépréciation pour les 6 prochaines années. Donc, on nous disait que la nouvelle machine nous permet de produire une machine supérieure. La nouvelle machine pourrait produire 1 800 000 unités à 29 $ et au coût de 16 $ avec des frais d'entretien de 1 million par année. Alors, des coûts fixes de 1 million. Ce qui fait en sorte que les ventes sont de 52 200 000, alors 18 millions, 1 800 000 fois 29. Et les coûts variables, c'est 1,8 million fois le coût unitaire. Et les frais d'entretien sont reconnus en fin d'année, donc on les met dans les coûts fixes, qui nous donnent un bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Les charges de dépréciation qu'on a calculées, on les impute. C'est des charges non-cash. On s'en sert pour réduire nos taxes, qui nous donnent le bénéfice avant intérêt et impôt. Dans la plupart des cas, quand on fait nos calculs de vanne, la charge d'intérêt va être de zéro parce qu'on tient compte des intérêts dans le coût du capital. À moins que le projet ait un refinancement, on va tout le temps avoir zéro dans la charge d'intérêt, qui nous donne notre bénéfice imposable. La compagnie paye 35 % de ce bénéfice imposable en impôts. Et donc, on a notre bénéfice net. On rajoute la charge de dépréciation de tantôt parce que c'est une charge non-cash qu'on utilise juste pour réduire nos taxes. Et ça nous donne nos cash flows pour les 6 prochaines années. Maintenant, la valeur terminale après 6 ans, on va revendre la machine et ici, j'ai mis le 1 million, mais c'est parce que j'ai tenu compte du 1 million dans alors, au tout début, j'en ai tenu compte. Et par la suite, donc, on reçoit le 1 million et quand on rachète la machine, il va y avoir le 1 million qui s'ajoute aux 25 millions de la nouvelle machine. Donc, au temps T est égal à 6, on récupère le 1 million, mais si vous aviez mis ici 25 millions dans la valeur actuelle, ça aurait été acceptable là aussi. On vend la machine pour 3 millions. On reconnaît la perte en capital, donc le crédit d'impôt suite à la perte en capital. Donc, la valeur terminale après 6 ans est de 4 438 208. Donc, on dit qu'à chaque 6 ans, on va renouveler nos cash flows. Donc, cash flow au temps 1, cash flow au temps 2, 3, 4, 5. Au temps 6, on a 2 cash flows. On a le 15 156 et on a la valeur terminale. Et ça se répète à chaque année. Alors, on a un investissement initial qui est répété à chaque 6 ans. Alors, investissement initial, 6 cash flows. Investissement initial au temps 6, 6 cash flow. Investissement initial au temps 12, 6 cash flow jusqu'à l'infini. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer la valeur actuelle de ces cash flows? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une annuité équivalente sur les 6 prochaines années. Pour ce faire, on va calculer la valeur actuelle des 6 premiers cash flows. Donc, le 26 millions et plus la valeur actuelle des 6 cash flows nous donne une valeur actuelle qui n'est pas trop importante en ce moment,
mais qui nous permet de calculer par la suite une annuité équivalente qui est de 10 642 951. Alors, ce 10 642 000, c'est payé au temps 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est équivalent à 26 millions payés au temps 0 et 6 cash flows positifs par la suite. Donc, au lieu d'avoir 6 cash flows différents qui se répètent à chaque 6 périodes, on a 10 642 951 qui est répété à chaque année jusqu'à l'infini. Et donc, maintenant, on peut calculer quelle est la valeur actuelle de l'entreprise suite à l'adoption du projet. Ça devient tout simplement une perpétuité. Et donc, la valeur actuelle des cash flows, elle est de 10 642 951 divisé par le taux d'intérêt. Ou bedon, si vous utilisez les boutons de la calculatrice, n est égal à un chiffre très élevé, mettez 9999999. Taux d'intérêt, c'est WACC. Paiement, c'est 10 642 951. Compute present value. Et ça devrait vous donner, encore une fois, 125 211 193 $. Maintenant, on a la valeur de l'entreprise si on ne fait rien. On a la valeur de l'entreprise si on fait quelque chose. Et donc, la différence entre les deux, c'est la valeur qui est ajoutée suite à l'adoption du projet. Et donc, ça nous donne la valeur de la vente qui est de 7 181 781. Et donc, si on peut aborder ce projet, on devrait aborder ce projet. Donc, le projet est répété à chaque 6 ans, les cash flows sont perpétuels. Et la vente, c'est la valeur actuelle de la compagnie après, moins la valeur actuelle de la compagnie après. Question numéro 2. La valeur nominale de toute obligation est de 1000 $. Donc, la valeur nominale, c'est la valeur qu'on reçoit à la fin, à échéance de l'obligation. Une obligation d'épargne du Canada coûte 1000 $ et le coupon annuel est de 25 $. Donc, le prix que tu payes, c'est 1000 $ et pendant la durée de l'obligation, tu vas recevoir 25 $ en fin de période. Petit caprice ici, je ne vous dis pas quelle est la durée de l'obligation. Est-ce qu'elle est de 1 an, de 25 ans, de 50 ans? Par contre, ici, le caprice, c'est que je n'avais pas besoin de vous le donner. Parce qu'on veut savoir quel est le coût du capital de la dette. Et si moi, je paye quelque chose pour 1000 $, puis il est bon pour 1 an, à la fin de l'année, je vais recevoir 25 $ de coupon plus 1000 $. Donc, j'ai récupéré mon 1000 $ et j'ai fait 25 $ d'intérêt. Donc, le coût du capital est de 2,5. C'est la même chose alors, si vous mettez dans votre calculatrice, future value est égal à 1000 $. Alors, la face value, c'est la future value. Le prix, c'est la present value, la valeur actuelle. Le coupon, c'est le paiement. Maintenant, en exercice, mettez n'importe quelle valeur pour N et par la suite, vous faites compute I qui vous donnerait le taux d'intérêt de l'obligation. Et donc, pour n'importe quel chiffre de N, ça va vous donner 2,5 %. Pourquoi? On paye 1000 $, on le récupère, puis on fait juste payer les intérêts. Cependant, si le prix de l'obligation était n'importe quoi autre que 1000 $, il fallait absolument que je vous donne la durée de l'obligation pour être capable de faire le calcul. Donc, le rendement attendu du marché est de 9,5 %. Ça veut dire que la bourse, un portefeuille diversifié, donne 9,5 %. Une entreprise est financée par 4 sources. 40 % de la compagnie. Alors, le W, alors le poids, c'est des obligations corporatives seniors d'une durée de 15 ans. Le taux coupon est de 3,13 %. Le prix de chaque obligation est de 1025. Donc, vous avez la valeur future face value est de 1000 $. Le prix de l'obligation, qui est différent du prix de l'obligation, donc vous avez besoin de la durée. Et le coupon est de 3,13 %. Donc, vous êtes capable de calculer le rendement de la dette. Alors, present value, future value, c'est 1000. N est égal à 15. Paiement est égal à 3,13 % de 1000 $, donc 31 et 30 sous. Compute, taux d'intérêt, et ça va vous donner le rendement de cette obligation. 20 % de la compagnie, alors W est égal à 20 %, des obligations juniors avec un coupon de 3,72 %. Donc, elle paie un coupon de 37,20 par année. Et le taux de rendement de l'obligation est de 4,25. Donc, ici, on vous donne directement le rendement de cette obligation, 4,25. Donc, c'est le genre de lequel prendre pour calculer le coût de la dette? C'est le rendement de la dette. Le taux de coupon
n'est pas le rendement de la dette. Si ça l'est, c'est à cause d'un caprice. 10 du financement, c'est des actions privilégiées. Alors, le WPS, c'est 10 Chaque action coûte 75 et 12. L'action vient tout juste de verser un dividende de 2,76. Donc, ça, c'est un piège. Le prix d'une obligation est égal au dividende au temps 1 divisé par le taux d'intérêt moins G. Et on vous donne le taux de G qui est le taux de croissance de 4 Donc, si le dernier dividende était de 2,76, le prochain dividende va être de 2,76 fois 1,04. C'est un piège qui revient dans mes examens. Et 4, 30 du financement, donc le dernier 30 c'est des actions ordinaires, des common shares. WPS, c'est 30 Le bêta de la compagnie est de 1,32. Donc, selon le modèle CAPM, le rendement d'une obligation est égal au taux sans risque plus 1,32 fois le rendement du marché qui était de 9,5 moins le taux sans risque. Alors, quel est le taux sans risque? Le taux sans risque, c'est le rendement des obligations d'épargne du Canada. Mais ici, je vous dis que l'obligation coûte 1 000 $, la future value est de 1 000 $. Donc, le taux de rendement est égal au taux de coupon. Et c'est pour ça que je vous disais que si le taux de coupon est égal au taux de rendement, c'est à cause de ce caprice. Donc, le taux sans risque, le risk-free rate, est de 2,5 La compagnie est taxée à 35 et on vous donne les cash flows pour les 7 prochaines années. Alors, au temps T est égal à 0 et par la suite, on a les 7 prochains cash flows. Question numéro alors, question A. Quel est le coût du capital réel de la firme? Donc, premièrement, on va calculer le coût du capital de la firme. Le coût du capital de la firme, c'est la pondération, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement après impôt. Alors, on a les pondérations 40, 20, 10 et 30. La dette, elle est déductible d'impôt. Alors, les obligations ici sont déductibles d'impôt. Les actions ordinaires et les actions privilégiées ne le sont pas. Ni le dividende, ni le gain capital sur la revente. Donc, on doit calculer le rendement de chaque outil financier. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est que le taux sans risque est égal à 2,5 Pourquoi? Le prix de l'obligation est égal à sa valeur nominale. Donc, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon, 2,5 Le rendement du marché est donné à 9,5 Donc, le prix d'une obligation est égal à la valeur actuelle des coupons au taux d'intérêt de l'obligation, plus la valeur actuelle de la face value, le 1 000 qui est remis à la toute fin, escompté avec intérêt pendant N années. Donc, N est égal à 10, paiement est égal au coupon. On dit que le coupon, c'est 3,13 de la valeur nominale. Donc, la valeur nominale est de 1 000 donc elle paye un coupon de 31,30. Paiement est égal à 31,30. Present value est égal à 1000. Future value est égal à 1000, face value, la valeur nominale est de 1000 et le prix de l'obligation est de 1025,33. Present value est égal à 1025,33. Compute taux d'intérêt et ça vous donne le rendement de la dette senior qui est 2,919 Donc, j'ai 40 de ma compagnie qui est financée à du 2,919 Ce 2,919 c'est de la dette, c'est déductible d'impôt. On vous donne directement que 20 de la compagnie est financée par du 4,25. Ne confondez pas le 4,25 avec le 3,72. Ça, c'est le taux de coupon. Alors, le preferred share. Alors, on dit que le prix du preferred share est de 75,12 et ça, c'est égal au dividende au temps 1 divisé par le taux d'intérêt moins G. Le dividende au temps 1, c'est égal au dernier dividende avec une période de croissance. Donc, le dernier dividende était de 2,76. On l'incrémente de 4 et on divise par I moins G. Et ça nous donne 75,12, qui nous donne juste un inconnu qu'on résout. Alors, la dette junior, les preferred shares ont un rendement de 7,8211 qui est non déductible. Et finalement, les common shares, ben, c'est égal, selon le modèle CAPM, c'est égal au taux sans risque, 2,5 plus bêta fois la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque. Et donc, les common shares,
le coût des commons ou le rendement attendu des actionnaires ordinaires est de 11,74 %. Donc, quel est le coût du capital de la firme, le coût moyen pondéré du capital, weighted average cost of capital? J'ai 40 de ma compagnie qui est financée par 2,91 %, mais qui est déductible d'impôt. Pour chaque dollar d'intérêt qui est payé, j'économise 35 cents en taxes. 20 de ma compagnie est financée à 20 de ma compagnie est financée à 4,25 %, elle aussi déductible d'impôt. 10 est financé par mes preferred, donc 10 est financé à 7,8211 %. Et le reste, qui est de 30 qui est financé par mes common, les actionnaires ordinaires s'attendent à du 11,74 %. Et donc, le coût moyen pondéré du capital est de 5,6155 %. Ça, c'est le coût du capital nominal de la firme. Alors, je demandais quel était le coût du capital réel. On doit tout simplement enlever l'inflation. Mais quel est le taux d'inflation? Mais le taux d'inflation, c'est le rendement des bons du Trésor du Canada. Alors, c'est le taux sans risque. Donc, on prend tout simplement 5,6155 % et on soustrait 2,5 qui nous donne le coût du capital net d'inflation de 3,1155 %. Bien sûr, vous pouvez utiliser la formule exacte, mais ici, c'est tout simplement se compliquer un peu la vie. Si tu enlèves 2,5 %, ça montre que tu comprends. Donc, 1 plus le taux sans risque fois 1 plus le taux réel est égal à 1 plus le taux nominal, qui revient plus ou moins, le taux nominal est égal au taux sans risque plus le taux réel. Quelle est la vanne réelle du projet? Donc, la vanne réelle du projet, c'est tout simplement la valeur escomptée de tous les cash flows avec le taux d'intérêt net d'inflation. On aurait pu le faire de deux façons. Alors, ici, je l'ai fait avec tout simplement le taux réel d'intérêt au dénominateur. Mais si j'aurais pris le taux nominal au dénominateur, j'aurais dû juste indexer au numérateur chaque cash flow de 2,5 % pour chaque année de projection. Dans les deux cas, ça m'aurait donné une valeur actuelle nette de 15 639,27. Quel est le taux de rendement réel du projet? Encore une fois, ici, on va regarder la valeur actuelle de tous les cash flows. Alors, les cash flows qui sont donnés dans l'énoncé. Alors, on a les cash flows ici. Le taux de rendement interne, c'est le taux d'intérêt qui rend la valeur actuelle de tous les cash flows égale à 0. Donc, c'est la valeur du taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt qui rend la valeur actuelle de tous les cash flows égale à 0. Donc, la valeur actuelle de tous ces cash flows au taux de rendement interne est égale à 0. Comment est-ce qu'on calcule ça? Ben, on le calcule automatiquement dans notre tête. Ou ben donc, on a besoin de la calculatrice financière. La calculatrice financière, vous avez le bouton cash flow. Alors, même, c'est le même principe pour le calcul de la vanne. Vous rentrez tous les cash flows. Alors, cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, 4000, 5, 3 c'est 4000, 5000 c'est 4, 5 c'est 5, 6 c'est 6, 7 c'est 7. Vous rentrez ça dans le cash flow et vous faites par la suite compute IRR et ça va vous donner le taux de rendement interne. Mais ce taux est nominal. On soustrait encore une fois le 2,5 %. Donc, le taux nominal est de 23,88. On soustrait 2,5 qui nous donne 21,38. Bien sûr, vous auriez pu utiliser la formule complexe, mais ici, il n'y a aucune nécessité, c'est pas nécessaire de le faire. Et donc, ça complète l'examen de 2020.